Merci, ça me fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour une conférence qui va peut-être un peu vous amener ailleurs, mais j'espère qu'il va vous inciter à voir votre travail peut-être avec une lentille nouvelle, parce que finalement, on se rassemble peut-être sur beaucoup de choses que l'on fait. En clinique, tous les jours, j'ai des patients qui visent la santé. Malheureusement, entre les quatre murs de la clinique et à l'hôpital, on est parfois limité dans ce qu'on peut faire. Certes, pour promouvoir ou protéger la santé des gens, on est très bon à donner des médicaments puis à prescrire des imageries, mais ça reste que la santé est majoritairement déterminée par l'environnement dans lequel on vit, la façon dont on se déplace, l'air qu'on respire. Dans un contexte de crise climatique, ces éléments-là, évidemment, en bureau, c'est un peu difficile pour moi de faire face. Donc, c'est pour ça que mon bureau, pour moi, il n'y a pas vraiment de mur. Il se complète dans la société et cette perspective environnementale-là, pour moi, est importante comme médecin dans un 21e siècle. Donc, j'ai goût de vous parler de la santé comme un levier d'action et à travers les différents exemples à quel point la santé est menacée actuellement par la crise climatique et par notre exploitation un peu non soutenable des différentes ressources de la planète, comment les solutions qu'on peut mettre en place peuvent être des solutions qui sont bonnes pour la santé. Puis lorsqu'on intègre la santé à ces réflexions-là, à ces argumentants, on se rend compte que finalement, les investissements vers des politiques durables, elles ne sont pas coûteuses, elles sont rentables. Quand j'ai commencé ma médecine, il y a un peu, maintenant plus de 10 ans, une des revues médicales les plus influentes au monde, que maintenant beaucoup de gens connaissent, mais à cause de la pandémie, a publié un article, en fait une commission, c'était une quarantaine de pages, il y avait près de 200 références scientifiques, qui concluait pour la première fois que les changements climatiques représentaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de conscience, à la fois dans le milieu médical, le milieu scientifique, à quel point la crise climatique avait des implications aussi importantes et vastes pour la santé humaine. Et ils ont même, en fait, depuis ce temps-là, en fait, à chaque année, ils font des mises à jour de ce rapport-là, mais ils ont même conclu que les changements climatiques, non seulement étaient une menace, mais menaçaient les progrès en santé publique qui avaient été accomplis dans les 50 dernières années. Ça a un peu levé non seulement un signal d'urgence, mais moi, en médecine, on m'en parlait pas du tout de ça, et on parlait de bien des affaires qui finalement sont pas tant utiles dans le quotidien de ma pratique, mais je trouvais ça inconcevable qu'on n'apprenne pas à des gens qui allaient évoluer dans le domaine de la santé qu'est-ce qui jouait le plus ou ce qui allait le plus influencer la santé des gens qui allaient être appelés à soigner. C'est un constat d'alarme, c'est un réveil de dire que c'est la plus grande menace à la santé. Heureusement, quelques années après, ils sont arrivés avec une phrase qui, pour moi, reste celle qui non seulement me donne l'espoir le matin, mais qui confirme un petit peu la raison de mon engagement, mais c'est que la lutte efficace au changement climatique, finalement, est la plus grande opportunité qu'on a d'améliorer la santé de tout le monde à travers la planète. Et ça, c'est un des plus beaux projets, si ce n'est pas le plus beau projet collectif qu'on peut se doter. Et la raison est très simple. Quand on agit pour le climat de façon adéquate et suffisamment ambitieuse avec des politiques qui ne contiennent le moins possible d'angles morts, on se rend compte qu'on peut sauver des vies de façon substantielle. Il y a des scientifiques qui ont essayé de le quantifier. Il n'y a pas énormément de données là-dessus, mais cet article-là, je le trouve important. Je vous le résume brièvement. Ils ont pris, en fait, les 9 pays qui émettent le plus, qui émettent à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre à travers la planète. Ils ont dit si ces pays-là respectent les cibles de l'accord de Paris, qui certes pourraient être plus ambitieuses, mais bon, si on respecte d'emblée les cibles de l'accord de Paris, ce qu'on n'est pas sur la voie de faire, on pourrait quand même sauver 1,6 million de vies avec une meilleure qualité de l'air, 6,4 millions de vies à travers la planète avec un meilleur système alimentaire, donc une amélioration des régimes, et 2,1 millions de vies par une plus grande pratique d'activité physique qui touche énormément beaucoup à l'aménagement de notre territoire et la façon dont on peut se déplacer. Je vais sauter ça, c'est beaucoup trop de contexte. Je me suis posé la question parce qu'éventuellement, on a beaucoup questionné. Là, on m'a souvent dit, comme médecin, il va t'occuper des gens, arrête de parler d'environnement. Puis en est, je suis allée lire mon code de déontologie parce que je me suis dit, là, il faut que je trouve une réponse non seulement à des gens pas en médecine qui me disent que c'est pas ma place, mais aussi aux gens en médecine qui me disent que c'est pas ma place de parler d'environnement. Et j'ai pas dû aller très loin. Non seulement on doit remplir nos devoirs envers tous avec conscience, loyauté, intégrité, mais le code 3, et là je vous le cite juste parce que pour moi c'est une pièce marquante, mais qui résume assez bien la raison pour laquelle il doit y avoir une plus grande communion entre ce qui est fait dans le domaine de la santé puis à l'extérieur du réseau. Puis souvent on voit les deux un peu agir en silo. Mais l'article 3 a trouvé une réponse assez simple à ma question. J'ai le devoir non seulement primordial de protéger et de promouvoir la santé des gens qu'on sert sur un plan individuel et collectif, et je pense que l'action climatique remplit la définition à 100%.
Malheureusement, on est encore très loin, puis je vous le mets en contexte parce que j'assume notre part de responsabilité là-dedans comme profession médicale et profession en santé, mais on est très loin de faire un enseignement, une préparation adéquate. En 2021, il y avait à peine 15% des facultés de médecine à travers le monde qui parlaient de changement climatique, qui parlaient d'environnement de façon appropriée. Et ça démontre la nécessité qu'on a de réviser un petit peu l'enseignement qu'on fait aux professionnels qui rentrent sur le marché dans les prochaines années, sur le marché de l'emploi, dans différents domaines, de s'assurer que l'éducation qu'on leur offre leur permette de répondre adéquatement aux défis. Je pense que la profession médicale, c'est pas la seule qui a des lacunes à rattraper à ce niveau-là. Tous les jours, en pratique, moi, je pratique au CLSC Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, qui est dans le territoire, en fait, du quartier Hochelaga-Maisonneuve, bien évidemment, qui n'est pas connu comme étant le quartier avec les meilleurs indicateurs de santé. Hein. C'est une population qui, depuis des années, subit des graves injustices environnementales. On sait que la qualité de l'air dans l'est de la ville de Montréal est différente que dans l'ouest de la ville de Montréal, pour des raisons qu'on connaît peut-être, mais entre autres à cause des vents dominants, la place qu'ont joué les industries, puis la place même de l'aménagement du territoire. C'est aussi une zone où on a été très bon à enlever des arbres, mettre beaucoup de béton, donc créer des îlots de chaleur. Puis les îlots de chaleur, c'est des zones mortelles. Quand il y a des canicules, quand il y a des épisodes de chaleur extrême, les gens décèdent dans les îlots de chaleur. Et il y en a qui ne décèdent pas, mais se retrouvent à l'urgence avec des complications assez graves, comme une crise du cœur, un AVC ou des problèmes pulmonaires. Et ça, c'est des choses qui ont été documentées dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal. C'est aussi une zone qui est menacée par différentes pressions industrielles. Ce n'est pas la seule au Québec, mais souvent, on tend à concentrer dans différents secteurs. Les secteurs de Limoilou, un autre bon exemple, pas trop loin d'ici. Mais on tend à concentrer, on dirait, les menaces. Et là, il y a une friche verte qui est menacée de devenir un stationnement à container, tout ce qui est autour de Raymond Logistique, pour ne pas le nommer. Et à côté de ça, en fait, il y a un CHSLD, un centre d'hébergement de soins de longue durée, puis une coop d'habitation pour les gens à revenus modestes. Et le propriétaire même de l'entreprise s'est dit non, ça sera un cauchemar, moi je ne voudrais jamais vivre à côté de ça. Fait que ces enjeux-là, pour moi, comme médecin, ça rentre constamment dans mon bureau. Bon, non seulement les patients, ils savent que c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'ils me voient un petit peu partout, mais c'est quelque chose qui vient dans le sujet d'actualité quand on ouvre la porte. Puis je pense que ça représente un petit peu c'est quoi la définition qu'on donne de la santé. Souvent, on a une définition qui est très centrée sur est-ce qu'on a une maladie, est-ce qu'on ne l'a pas, est-ce qu'elle est traitée, est-ce qu'on a la bonne pilule, est-ce qu'on a fait notre scan, est-ce qu'on a fait notre prise de sang. Mais je pense qu'il faut aller un petit peu au-delà de ça puis voir la santé comme évidemment une responsabilité collective. Puis il y a de plus en plus d'écrits là-dessus, mais de dire qu'on n'est pas 100% responsable de notre santé. Évidemment, il y a des gestes qu'on peut faire, des actions qu'on peut prendre à une échelle individuelle, mais on se rend compte que la santé est souvent conditionnée, déterminée par ce dans quoi on vit. Et les inégalités en santé qui sont persistantes dans le monde ou qui existent actuellement, qu'on maintient, sont souvent les résultats un peu d'une panoplie de choses, dont des programmes sociaux de mauvaise qualité, des accords économiques injustes, puis des mauvaises politiques. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a un levier de pouvoir. La santé en tant que telle, puis le réseau de la santé, c'est peut-être un peu choquant, mais on fait des belles choses, mais on est responsable d'à peu près seulement 20% de l'état de la santé d'une population donnée. Il y a une portion qui est génétique, qui est évaluée à 5 à 10%, à peu près, des fois 5 à 15%. Mais ce qui veut dire, c'est que ça nous laisse un bon environ 30% de facteurs qui ne sont pas conditionnels au réseau de la santé ou notre accès à une infirmière ou à un médecin, ni à notre génétique, mais bien à l'environnement. Et dans l'environnement, on entend le milieu dans lequel on est, dans le milieu où on vit, dans lequel on grandit, on travaille, on vieillit. Et ces déterminants sociaux, structurels, politiques, économiques, on se rend compte qu'ils dépendent, en fait, qu'ils ne sortent pas de nulle part. Ce sont des fois des constructions sociales, mais ils dépendent souvent de ce qu'on maintenant on peut appeler des déterminants écologiques que sont nos écosystèmes. Et lorsque nos écosystèmes, nos milieux naturels sont mis sous pression, mais évidemment, ça a des répercussions parfois immédiates, parfois plus à long terme sur notre santé. Puis avec les bouleversements climatiques qu'on a connus dans les derniers mois et qui s'accélèrent avec les changements climatiques, on peut penser aux phénomènes de canicule ou même aux feux de forêt. Puis on se rend compte que nos déterminants culturels, économiques, sociaux de la santé sont peut-être plus fragiles qu'on les croyait et que ça, évidemment, ça a une répercussion directe sur la santé des gens. Donc, moi, je suis sortie un peu, en fait, c'est un travail de longue haleine, mais d'essayer de présenter la santé autrement que quelque chose qui est défini par l'état de santé d'un individu. Puis si on regarde ce que les agents gouvernementaux ont tendance à faire, entre autres le ministère de la Santé, on centre beaucoup sur l'efficience des soins. On a des statistiques, on aime les chiffres.
Ceci étant dit, on oublie un peu que la maladie n'apparaît pas de nulle part. Puis si on veut réduire la pression sur le réseau de la santé, peut-être qu'une optique de prévention serait plus rentable, mais malheureusement, on a tendance à couper en prévention, comme certains gouvernements l'ont fait dans le passé, du tiers des dépenses qui étaient allouées à la santé publique. Et donc, je pense qu'on est à une époque où on peut revisiter la définition de la santé qu'on se donne. Puis moi, j'aime bien cette définition-là qui est définie comme la santé planétaire, qui n'est pas la santé des planètes, mais bien la santé de la civilisation humaine, donc de nous, en relation avec les écosystèmes desquels elle dépend. Et lorsqu'on intègre dans cette définition-là ce lien précieux qui nous unit avec ce qui nous entoure, bien, soudainement, il y a des opportunités qui s'ouvrent, puis on arrête de voir des milieux naturels ou des milieux humides comme des zones de développement économique, mais comme des zones qui protègent la santé. Et je pense qu'en adoptant cette vision-là, on pourrait se retrouver avec des politiques publiques à la fois sur l'aménagement et l'habitation du territoire qui seraient complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vous présente ça brièvement parce qu'en fait, moi, c'est la diapo qui me fait faire le plus de cauchemars. Elle a été mise à jour, en fait, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, fait qu'on s'excuse qu'elle n'est pas complètement à point. Mais si vous avez la chance ou si ça vous intéresse, il y a des chercheurs à Stockholm affiliés au Centre de résilience qui ont essayé de définir, en fait, 9 limites planétaires dans lesquelles on devrait opérer pour assurer la survie humaine. Sur les 9 limites, on en dépasse, comme vous le pouvez voir, 5 en ce moment. Et en fait, récemment, la mise à jour de cette semaine nous disait qu'on en dépasse plus de 6. Et ça va des changements climatiques à l'utilisation des terres, au cycle biogéochimique de phosphore, d'azote, etc., à la couche d'ozone. En fait, c'est la seule limite qu'on a réussi à améliorer là, avec le protocole de Montréal. Mais sinon, pour moi, c'est un rappel très franc que la pression qu'on exerce sur la Terre est non soutenable. Et si on continue ici, bien, je veux dire, l'accélération des catastrophes naturelles ne devrait plus être comme une surprise dans les prochaines années. Au Canada, on a déjà, et au Québec, et même à travers le monde, on commence déjà à avoir des impacts assez marqués des changements climatiques sur la santé des gens. Et je vous les passe un peu à travers parce que je pense qu'il y en a qui touchent énormément, évidemment, la façon dont on se déplace et on habite le territoire. Je vous parlais de la canicule et de la chaleur extrême. On s'attend à ce que ça cause plus de 20 000 décès au Québec d'ici 2065. Chaque vague de chaleur coûte à peu près au réseau de la santé 55 millions de dollars par année. Puis il y a des profondes inégalités là-dedans. Les gens qui vivent près des gros axes routiers, les autoroutes, les grands boulevards ont souvent des index de vulnérabilité à la chaleur plus élevés parce que quand il fait chaud, très chaud l'été, il y a beaucoup de taux, ça génère de la chaleur, puis il y a un processus qui fait qu'il y a plus d'ozone qui est particulièrement mortel pour les gens. Et on n'est pas égaux face à la chaleur extrême. Puis la Direction régionale de santé publique de Montréal a établi là, que quelqu'un qui vivait dans un quartier plus vulnérable à la chaleur, pour un même profil de santé, avait 2 fois plus de risque de décéder de la chaleur extrême que quelqu'un qui vivait dans un quartier plus riche ou plus aisé. Donc, qu'est-ce qu'on voit pour la chaleur? Une augmentation de la mortalité, donc les gens meurent. Une augmentation assez importante de 10 à 15 %. Et le problème, c'est que ça dure longtemps. Même si la vague de chaleur termine après 3-4 jours, les effets sur la santé perdurent, puis ça touche à peu près tout le monde. Oui, les enfants, oui, les personnes âgées qui ont tendance à être surreprésentées dans la mortalité liée à la chaleur, mais on peut penser à ceux qui ont un domicile, comme je le mentionnais, proche des axes routiers, ou ceux qui travaillent en construction dans les grands chantiers ou dans des grands espaces d'îlots de chaleur. Et d'ailleurs, il y a une augmentation des accidents de travail plus que la chaleur augmente. Il y a une augmentation des réclamations à la CNSST. Et on s'attend donc à une augmentation des journées plus chaudes, mais surtout une augmentation de la mortalité. Et ça, c'est des choses qu'on voit déjà. Moi, j'ai des collègues qui ont dû avoir à l'urgence des gens qui étaient littéralement décédés parce qu'il faisait trop chaud. Un autre des impacts qui touche aussi beaucoup comment on aménage notre territoire, mais les inondations, puis j'en parle d'un point de vue de santé parce que c'est souvent sous-estimé, mais il y a une étude qui a été faite dans le sud du Québec qui démontrait sur une population inondée qu'à peu près 50 % des gens qui avaient été victimes d'une inondation présentaient un trouble de la santé mentale probable. 50 %, une personne sur 2. Dans les mois qui suivaient. Puis une des raisons qui explique ça, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, mais le stress est immense. Puis ça vient avec d'autres conséquences sur la santé. Des fois, les gens arrêtent de prendre leurs médicaments parce que quand on doit quitter rapidement une maison, le pot de pilule, c'est peut-être pas ce qu'on sauve en premier. On va y aller pour les photos de famille ou des objets qui nous sont chers. Et à long terme, on sait qu'il y a des impacts assez importants sur la santé mentale. Puis ce qui est dommage, parce que vous le savez autant que moi, vous avez vu les nouvelles au Québec, mais dans d'autres régions, l'accès aux services en santé mentale est pas facile. Les feux de forêt sont un autre exemple, puis
Jusqu'à récemment, au Québec, on avait peu côtoyé ça d'une certaine façon, surtout en milieu urbain, périurbain. Mais il y a des impacts évidemment très importants sur notre santé respiratoire. C'est un gros stress pour la communauté, mais il y a toutes des questions sur l'aménagement, en fait, la préparation de notre réseau de la santé. Dans certains cas, on évacue complètement, en fait, des centres d'hébergement, des hôpitaux, puis on ferme des salles d'opération. Mais évidemment, quand on perd sa maison, quand on perd son lieu de chasse, comme on a vu cet été en Abitibi, puis dans les territoires CRI, ça a des impacts importants. Puis le problème avec les feux de forêt, c'est que les arbres, bon, une des jobs, c'est qu'ils captent le carbone, ils captent des polluants. Quand ça brûle, ça relâche tout ce que ça a capté, et même plus. Et donc, on voit une détérioration rapide de la qualité de l'air, mais aussi une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Autre impact, puis là, je vous les énumère juste parce que je pense que c'est important qu'on ait une vue d'ensemble, à quel point c'est complexe, les changements climatiques, mais à quel point ça a un impact direct sur notre santé individuelle. Puis souvent, c'est des liens qu'on ne fait pas tant dans l'espace public, fait que je me permets de prendre le temps de les faire. Il y a une grande association entre les infections et les changements climatiques pour différentes raisons, mais en gros, on est en train de créer des conditions dans lesquelles beaucoup d'insectes aiment vivre. C'est le cas, entre autres, de la maladie de Lyme, qui est très particulièrement absente là, dans le sud du Québec jusqu'à récemment et qui, d'ici la moitié du siècle, pourrait être présente dans à peu près toutes les régions administratives. Le fait qu'on exploite nos milieux naturels aussi, qu'on fragmente les habitats, souvent des fois en les séparant d'axes routiers importants, bien, on se rend compte qu'on contribue au déclin massif de la biodiversité. Et ce déclin-là de la biodiversité, de plus en plus, on a des données qui ça aide, ça promouvoit en fait l'émergence de maladies infectieuses et possiblement même de pandémies. On peine à sortir de la pandémie de la COVID-19, puis je pense qu'il n'y a personne qui veut se relancer là-dedans avec grande joie. Une des façons d'éviter le risque majoré de pandémie dans les prochaines années, c'est de renverser le déclin de la biodiversité, puis ça passe par la reconnexion des espaces naturels puis la protection des espaces actuels. Les allergies saisonnières vont aussi augmenter avec les changements climatiques, entre autres parce que la saison des pollens est plus longue, les pollens sont plus forts, il y en a une plus grande quantité. Puis ça peut être associé quand même avec un inconfort important puis une consultation des coûts dans le réseau de la santé. Évidemment, tout ça a des impacts sur notre santé mentale, puis si ce que je viens de vous dire vous stresse ou vous génère des émotions qui sont plus négatives, ça peut être normal. On parle beaucoup d'éco-anxiété comme étant un terme parapluie. J'aime un peu mieux le terme éco-émotion parce qu'il rassemble l'ensemble des émotions qu'on peut vivre par rapport à la crise climatique, que ce soit de la colère, une sensation de deuil, une sensation de solastalgie où on a une notion de perte du territoire qu'on connaît. On peut se sentir coupable, mais aussi on peut avoir des émotions plus positive, rassembleuse, où on se sent mobilisé par la prise de solutions. Et je termine, en fait, cette section-là en parlant de pollution de l'air parce que, on l'a mentionné, mais non seulement les transports routiers jouent un rôle important dans la pollution de l'air, mais ça coûte cher, la pollution de l'air. À chaque année, c'est 4000 personnes qui décèdent prématurément au Québec de la pollution atmosphérique. Ça représente des coûts de 30 milliards sur le réseau de la santé. Ce sont des chiffres de Santé Canada qui sont peut-être même conservateurs parce que Santé Canada a surtout regardé les effets sur la santé des poumons. Mais lorsqu'on étudie la qualité de l'air, les enjeux de la pollution, on se rend compte que ce n'est pas juste les poumons qui sont affectés par la mauvaise qualité de l'air, c'est le cerveau, particulièrement le cerveau des tout-petits. Et sur une vie, les grandes concentrations de polluants peuvent être associées à une augmentation de certains cancers et des démences prématurées, donc un déclin cognitif avec l'âge. Ça touche aussi la santé des petits, puis on sait que ça se transmet à travers le placenta des femmes enceintes. Il n'y a aucun seuil qui est jugé sécuritaire pour les particules fines, donc les PM2.5, malgré tout ce qu'on dit. Aucun seuil dans la littérature qui est jugé sécuritaire. Puis malheureusement, il y a une inadéquation entre les indices de qualité de l'air qu'on présente actuellement et le risque réel. On va présenter une bonne qualité de l'air alors que, honnêtement, il n'y a pas de seuil sécuritaire. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a à peu près 1 an et demi, resserré ses normes de qualité de l'air en disant qu'il est temps qu'on fasse plus parce que la pollution est plus néfaste et dangereuse qu'on le croyait. Malheureusement, le gouvernement du Québec, on a des normes plus laxes, a dit qu'il n'était pas très intéressé à resserrer ces normes. Et au contraire, on a vu des décisions aller dans le sens contraire, entre autres pour la concentration de nickel dans le secteur de Québec, à Limoilou, puis on a tous suivi un peu ce qui s'est passé avec la fonderie Horn. Donc, je pense qu'on a une grande réflexion sur la pollution. La pollution, il faut savoir d'où elle vient. Oui, les industries en sont responsables, mais le transport routier en est un aussi. Puis, ce n'est pas les voitures électriques qui vont 100% régler la question de la pollution parce qu'au-delà de ce qui est émis
en brûlant le pétrole, l'essence, il y a des particules fines qui sont émises par le simple froissement entre la roue, les freins et la route, et ça génère de la pollution. Donc, dans les solutions pour réduire la pollution atmosphérique, il y a évidemment tout ce qui est transport actif et transport en commun pour réduire la charge d'automobiles sur les routes. Je glisse un mot rapidement sur l'instabilité géopolitique qui peut résulter des changements climatiques et des crises environnementales, entre autres parce que je pense que ça a trait à nos processus d'urbanisation, mais il y a des chercheurs américains qui ont essayé de quantifier l'impact de la migration dans les États-Unis en raison de l'augmentation du niveau des mers, des zones qui deviendraient plus inhabitables. Puis ont estimé que d'ici les prochaines décennies, à peu près 1 Américain sur 12 serait obligé de se déplacer à travers le pays, au sein même des États-Unis, et que ça engendrait une pression tellement grande sur les centres d'urbanisation qu'on aurait de la misère à assurer des services qu'on juge essentiels, comme par exemple l'apport en électricité ou l'apport dans les services d'égout. Donc, on peut imaginer le stress que ça va avoir, non seulement sur les zones très urbaines, mais les zones à proximité de ces endroits-là. Et ça va être un casse-tête, oui, aux États-Unis, mais on ne sera pas épargné au Canada. Donc, la question qui se pose, et là, il me reste 10 minutes pour parler de solutions, parce que des solutions, il y en a beaucoup, heureusement. Mais je pense qu'on est en droit de se poser, ça va être quoi notre réponse? Et la réponse doit venir de plusieurs personnes, de plusieurs champs d'action. Et j'ai le goût que ça soit quelque chose qui reste dans votre tête. Comment est-ce qu'on répond à ça? Je ne pense pas qu'il y a un emploi ou un type de profession au Québec qui peut œuvrer aujourd'hui sans considérer la pression environnementale, en fait, les pressions environnementales au sein desquelles on évolue. Première chose, et là, oui, il y a une job qui appartient au réseau de la santé, mais je pense que c'est important de voir que la santé n'appartient pas au ministère de la Santé, n'appartient pas aux médecins, n'appartient pas aux hôpitaux. La santé, c'est quelque chose qui peut se créer collectivement. Et on a des exemples très concrets où on est très mauvais à faire le lien entre les deux. On a créé un comité consultatif au gouvernement. Je dis on, ça m'exclut complètement. Un comité consultatif sur les changements climatiques. On a nommé 15 experts de différents domaines. Mais sur cette expertise-là, il n'y a personne qui venait du domaine de la santé parce qu'on jugeait que ce n'était pas tant important. Et à l'inverse, au ministère de la Santé, on essaie de faire un plan pour redresser le réseau puis essayer enfin de trouver des solutions. Puis le mot environnement, climat, changement climatique, peu importe comment on le nomme, n'est aucunement nommé comme quelque chose qui pourrait influencer l'accès aux services de santé dans les prochaines années. Puis je pense qu'il y a un travail à faire entre les deux et vous pourriez être des courroies de transmission. On peut aussi créer des hôpitaux parce que, bon, je dois parler un petit peu de cohérence. Le système de santé est responsable d'à peu près 5 % des émissions de gaz à effet de serre qu'on émet. Donc, on doit faire mieux pour soigner sans polluer. Mais ça commence à se faire. On a des hôpitaux qui ont des cibles de carboneutralité maintenant. On en a un, en fait, au Québec, le CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, mais on est en train d'essayer de contaminer les autres. Dans peut-être ce qui vous touche plus directement, je pense qu'il y a un impératif de revoir comment on se déplace. On a élargi notre notion de distance de façon assez incroyable et on a l'impression que l'ensemble du territoire nous appartient. Évidemment, ça vient avec des pressions sur les milieux naturels, sur les faunes qui vivent, sur l'équilibre des écosystèmes. Mais je pense qu'on peut revoir aussi la façon dont on se partage l'espace au sein des villes. Un des exemples, c'est les immenses stationnements parce qu'on a centré des zones, entre autres, de commerce à l'extérieur des milieux de vie. Moi, je viens de Gatineau. Puis je me rappelle, en fait, que me déplacer en autobus pour aller de chez moi au cégep, ça prenait à peu près 1h30 à chaque matin. Ma mère trouvait ça complètement déraisonnable. Mais l'auto prenait 5 minutes. Évidemment, qu'est-ce que vous pensez que tous les jeunes du cégep ont fait? Bien, ils prennent leur auto pour aller au cégep parce qu'il n'y avait pas de voie accessible. Et une des raisons, c'est non seulement les trajets d'autobus n'étaient pas fonctionnels en fonction d'où habitaient les gens, mais on a mis dans certains centres, on a concentré soit seulement des habitations, puis on a mis à des extrémités des centres scolaires ou des centres d'achat, entre autres. Puis en espaçant de la sorte, mais évidemment, ça vient avec des conséquences où on n'a plus vraiment de choix. Et on se rend compte que lorsqu'on crée des aménagements qui sont favorables à la mobilité durable, les gens les prennent. Des pistes cyclables protégées, des trottoirs adéquats. Puis il y avait certaines zones, en fait, de déplacement. Puis Gatineau, c'est un exemple. Il y a eu de l'amélioration depuis les 15 dernières années. Mais il n'y avait pas de trottoir sécuritaire pour se déplacer d'une artère à une autre. Donc, qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Les gens se déplacent dans la façon qui se trouve la plus sécuritaire. Et souvent, ce n'est pas à pied ou ce n'est pas en vélo. Et les stationnements, les grands stationnements de grande surface, là, c'est des véritables îlots de chaleur. Et je pense qu'on pourrait peut-être partager un peu mieux l'espace.
il y a aussi cette notion-là de l'importance de revoir, en fait, nos manières d'être vivants. Puis je reprends un peu le titre d'un livre publié récemment par un philosophe français, mais de revoir un peu comment est-ce qu'on se comporte sur cette terre. Puis dans cette manière d'être vivant, mais je pense qu'il y a un espace ou une relation qui doit être définie avec la nature, dans le sens qu'on lui donne, mais avec les autres espèces naturelles. On sait que les espaces verts en milieu urbain, périurbain et un petit peu à travers la province, ce sont des espaces de vie, de protection de santé. Quand on met des milieux verts, on diminue la mortalité, on augmente le bien-être. Les investissements en verdissement urbain, c'est des investissements qui sont rentables. Pour chaque dollar investi en santé, on en retourne entre 3 et 15, puis dans certains quartiers plus névralgiques, ça pourrait être même 30 $ de retour. Si vous aviez la possibilité de le faire au niveau de la banque, je pense que tout le monde aurait des investissements dans ce fonds-là. Mais c'est quelque chose qui est accessible quand on planifie l'aménagement de nos territoires. Les espaces verts, ça crée un sentiment de sécurité, ça encourage l'activité physique, ça encourage la réduction, en fait, de l'isolement social. Les gens se sont connectés, puis c'est bon autant pour les enfants, les adultes que les personnes de 65 ans et plus. Il y a aussi, en fait, des bienfaits de simplement être en nature, de s'exposer à la nature. Puis ça, c'est un dada, ça a été mon travail de maîtrise, mais je vais survoler tout ce que j'ai fait en 1 an en 3 secondes. Mais il y a des bienfaits pour la santé physique. Hein. Quand on passe du temps en nature, 10 à 15 minutes, après 15 minutes, là, notre tension artérielle diminue, notre fréquence cardiaque diminue, le taux salivaire de cortisol, qui est comme l'hormone du stress, diminue de façon significative. On sait que ça aide pour ceux qui ont des douleurs chroniques. On sait que ça aide pour ceux qui ont du diabète. Ça semble améliorer le contrôle des taux de sucre sanguin. Évidemment, il y a une panoplie d'effets pour la santé mentale. On parle d'une réduction de la charge cognitive, une restauration du cerveau. Chez les enfants, c'est associé même à des augmentations de performance scolaire équivalentes à des doses de médicaments comme le Ritalin qu'on donne pour les troubles de comportement d'hyperactivité, et ce seulement après une balade de 20 minutes dans un espace naturel. Et de façon intéressante, ils ont fait un sondage chez 20 000 personnes au Royaume-Uni, mais les gens qui passaient entre 2 et 3 heures par semaine en moyenne dans les espaces naturels avaient un meilleur indice de bien-être. Mais il faut que ces espaces naturels-là soient accessibles, et ce n'est pas le cas. Souvent, ils sont isolés. Puis quand on parle de nature, on ne parle pas d'un parc national intouché par l'homme, on parle d'un espace où on se sent nature. Ça peut être un jardin, ça peut être un parc périurbain, ça peut être une zone proche de l'eau, mais c'est des espaces qu'on doit aménager dans nos milieux de vie. Et on doit être conscient, il doit y avoir une espèce de conscience qu'on passe dans ce moment-là. Malgré tout ça, on construit des maisons des aînés dans des îlots de chaleur. En fait, on tue des forêts pour mettre des stationnements. Voilà. Il me reste 3-4 solutions à présenter, puis mon temps est écoulé dans à peu près 3 minutes qu'on va me dire, donc je vais y aller rapidement. Évidemment, je pense qu'on doit mieux réglementer les grands joueurs. La solution aux pressions environnementales ne repose pas sur mes épaules, ne repose pas sur vos épaules à une échelle individuelle, mais c'est une réponse qui doit être collective. Et dans la collectivité, on sait qu'il y a des gros joueurs comme l'industrie des énergies fossiles, qui prennent d'ailleurs beaucoup trop de place dans le monde de la publicité, dans le monde du lobbying, etc. Un peu comme on l'a fait pour le tabac, je pense qu'on est capable de réglementer adéquatement l'industrie d'énergie fossile. Et finalement, je termine là-dessus pour vrai, je pense qu'on peut communiquer l'action différemment, puis je vous inviterai à le faire en liant davantage vos actions avec un discours de santé. Pourquoi? Ça a été démontré scientifiquement que quand on parle d'action climatique en parlant de santé, on incite les gens à l'action, on augmente l'adhésion envers les politiques publiques qui soutiennent l'action climatique, et ce, même chez les gens qui se disent pas concernés par la question. La santé semble avoir un effet rassembleur, un effet un peu unificateur, puis c'est une valeur qui est partagée de façon commune. Et lorsqu'on présente des nouveaux projets en mettant de l'avant les bénéfices pour la santé individuelle, la santé d'une collectivité, je pense qu'il y a un beau potentiel là de faire passer plus de projets, puis surtout d'accélérer et d'augmenter l'ambition climatique. Donc, j'arrête là-dessus en vous partageant que notre futur collectif de notre santé, en fait, je pense que c'est un devoir collectif. Puis ça se répercute, en fait, ou ça dépend de notre capacité à maintenir la santé des écosystèmes dans lesquels on vit et qu'on partage l'espace. Vous avez accès à mon PowerPoint, fait que je vous ai mis plein de références si vous voulez continuer à poursuivre cette réflexion-là, mais merci de m'avoir partagé du temps cet après-midi.
Merci beaucoup, Claudel. J'avoue que j'avais une petite angoisse là, au fur et à mesure qu'on parlait des problèmes. Là, j'étais comme, oh, quand est-ce que viennent les solutions? S'il vous plaît, docteur. Mais merci beaucoup. Je pense que c'est pas anodin quand même de revenir sur les problèmes. Puis j'aimerais peut-être t'entendre sur pourquoi c'est nécessaire de le faire, même si c'est angoissant. Puis, parce que les solutions existent, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un point de rappeler d'où on part, puis c'est quoi l'enjeu. Deux raisons de le faire. Tu sais, en médecine, quand il y a un diagnostic qui est difficile, on n'a quand même pas le choix de le nommer et de l'expliquer, que ce soit l'annonce d'un diagnostic de cancer ou d'une maladie terminale qui est autre qu'un cancer. Et c'est pas facile à faire, mais c'est une transition qui est nécessaire pour ensuite parler de traitement puis de ce qui est possible d'envisager ou d'orienter vers une fin de soins de vie qui est paisible. Donc, c'est quelque chose qu'on fait couramment en médecine, donc ça vient peut-être de là un petit peu, mais je le fais parce que j'ai encore souvent, entre autres des patients, mais des gens un peu d'horizons divers qui me disent « Mais mon Dieu, je ne le savais pas que les changements climatiques jouaient sur ma santé. » Fait que, oui, on a un retard dans le monde médical parce qu'il y a encore des médecins, des infirmiers, des infirmières qui ne sont pas au courant de ces liens-là. Mais je pense que ce devoir-là d'éducation nous permet de revoir un peu une vision un peu différente de la crise climatique, mais surtout de se rendre compte que c'est quelque chose qui nous touche directement. Puis la santé, on peut penser à notre santé individuelle, mais la santé de nos enfants, si on en a, la santé de nos parents, nos grands-parents, je pense que ça peut être un moteur puissant d'action. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, connaissez-vous l'initiative Ça roule doc qui fait la promotion de la mobilité active utilitaire comme vecteur de santé, puis qu'en pensez-vous? Ben oui, Ça roule doc, en fait, c'est monté par une de mes bonnes amies, Joanne Elsener, qui habite Québec. Oui, en fait, il y a aussi Ça marche doc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait, Ça roule doc dépend de Ça marche doc, mais Ça marche doc organise, en fait, de façon régulière, c'est à peu près une fois par mois, des marches accompagnées d'un professionnel de la santé dans des zones près de Québec et on en a fait une à Montréal il y a à peu près 1 an. Mais ça permet de revoir un petit peu l'aménagement de notre territoire. C'est toujours des conversations en marchant de façon ludique, mais c'est des initiatives comme ça, je pense, qui permettent d'ouvrir un peu les perspectives puis qui sont accessibles à tout le monde de façon gratuite. Donc, Ça roule doc, c'était une fois par année la semaine passée, mais Ça marche doc, il y en a à toutes les semaines. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Internet si ça vous intéresse. Donc, je comprends que ça peut être une manière d'attirer des gens à la mobilité active sous la perspective de la santé, finalement. Exact. Parce qu'on sait que la marche, c'est une des meilleures formes d'activité physique ou en fait qu'on peut faire. C'est bon pour le stabilisateur des muscles, ça nous fait découvrir notre environnement, ça lutte contre la sédentarité, ça aide à prévenir l'ostéoporose, ça peut faire perdre du poids, ça prévient le diabète, les maladies cardiaques, la liste est très longue. Puis, la liste est très longue. Je me demandais, je vois Pierre-Luc au micro, mais je me demandais s'il y avait des données sur le lien entre savoir l'impact que ça a sur la santé et le choix du mode de transport. Est-ce qu'on a des données? Je pense que ça augmente, ça incite les gens, mais il faudrait que je revoie les données plus spécifiquement là-dessus. Une des lacunes qui existent, en fait, de façon générale dans quelques champs liés au changement climatique, c'est que l'intégration de la perspective santé est assez nouvelle. Donc, on est en train de bâtir la littérature là-dessus, entre autres sur les motivations en changement. Mais ce qu'on sait, si on se base sur l'expertise en santé publique qui, elle, existe depuis des décennies, lorsqu'on intègre ça dans un discours individuel ou collectif, ça tend à fonctionner. Oui, au micro. Oui. Oui. Ça marche? OK. Oui. On est au forum sur la mobilité rurale. Je ne peux pas m'empêcher de parler plus de mobilité. Oui. Je voudrais vous entendre un peu. Vous avez présenté, je pense que c'est important de le dire, des cages bruyantes autour d'une mer d'asphalte. Oui. Donc, les maisons des aînés, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont ouvert cette semaine. On parlait d'un vieillissement dans un milieu de vie plus complet. Mm-hmm. Donc, moi, je m'interroge sur comment est-ce qu'on peut favoriser le vieillissement dans les vrais milieux de vie. Puis là, je parle des petites municipalités. Souvent, les gens s'en vont là à la retraite et doivent revenir vers les grands centres quand ils ont besoin de plus de soins. Donc, je me demande, est-ce que vous pensez qu'en favorisant plus de transport actif dans ces petits milieux-là, est-ce qu'on peut favoriser un vrai vieillissement actif et ultimement, dans le fond, viabiliser un peu la vitalité de ces communautés-là? Certainement, ça se fait. Puis il y a plusieurs politiques en urbanisme qui peuvent favoriser en fait une mobilité active et saine à tout âge. S'assurer qu'avoir des saillies de trottoirs qui sont adéquates, qui permettent par exemple des chaises roulantes ou des transporteurs autres, là, comme des déambulateurs. S'assurer que la durée de traverse de piétons est assez longue pour une personne qui a une mobilité ralentie.
s'assurer qu'il y a des bancs, des espaces fréquents pour qu'on puisse se reposer. C'est des petites choses auxquelles on peut penser. Puis souvent, en fait, les directions régionales de santé publique peuvent être des alliés quand on pense à l'aménagement d'un nouveau territoire, pour penser à ces angles-là qu'on n'a pas toujours. Mais dans chaque direction régionale de santé publique, il y a souvent une section pour les personnes âgées et le mode de vie sain associé. Donc, je vous invite à aller chercher leur expertise. Moi, je suis clinicienne, ça sort un peu de mon champ propre, mais ces données-là existent, puis les directions régionales de santé publique, je pense qu'ils peuvent être des bons alliés, disposent des données et des gens pour faire ça. Merci. Merci. Au micro, vous vous présentez. Bonjour, Patrick de Mobio à Gatineau. Donc, je suis content de voir une expatriée qui est aussi porte-parole aussi engagée. Merci de faire ça. Moi, c'est une question sur la localisation des générateurs de déplacement. Puis bon, c'est sûr que là, je vais parler de santé parce qu'on parle d'un nouveau centre hospitalier en Outaouais qui a fait grand bruit. Justement, vous avez parlé tantôt de Maison des aînés. Donc, à quel point justement le personnel aussi du réseau de la santé peut être mobilisé dans des discussions comme ça où on cherche à avoir des localisations qui sont beaucoup plus accessibles, optimales pour justement favoriser les autres modes que l'auto solo et aussi qui réduisent les inégalités sociales en santé, puis tout ça pour plein de personnes qui ont besoin d'accéder à ces services-là. Est-ce que vous voyez un changement de paradigme parce que là, en fait, le ministre de la Santé est venu nous dire qu'il n'était plus sûr si vous voulez faire le centre hospitalier à une bonne place. Fait qu'on voit qu'il y a une valse hésitation. Fait que comment vous voyez ça? Écoute, de façon intéressante, on commence à avoir une idée d'où viennent, et je vais faire un petit tour, là, mais d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre dans un réseau de la santé donné. Pour l'instant, on a le CIS de Laval qui a fait sa cartographie des émissions de gaz à effet de serre. 32% venaient du déplacement entre le domicile et le lieu de travail des professionnels de la santé qui travaillent dans le CIS de Laval. Et ce qu'ils ont fait pour leur établissement, là, ils ont pris 7 ou 9 établissements typiques, un hôpital, une maison, un centre d'hébergement longue durée, un centre de jeunes, une clinique de première ligne, etc. Le tiers venait du déplacement des professionnels. Et donc, une des raisons, c'est que les offres de transport actif et transport en commun n'étaient pas suffisamment mises de l'avant. Des choses aussi simples. Je vous donne un exemple. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, récemment, ils ont construit une nouvelle cage à vélo, mais il faut une passe pour la cage à vélo et à peu près l'équivalent du coût de la passe de stationnement. Fait que, tu sais, dans les petites politiques ou les petites décisions qu'on peut prendre dans un milieu, il y a des choses aussi simples que peut-être d'offrir une cage à vélo gratuitement à ses employés, de s'assurer qu'il y a une cage à vélo, un abri de vélo, de s'assurer qu'on communique avec les services d'autobus ou de transport en commun de la ville, puis d'essayer, des fois, il y a certains essais là, de faire des services de covoiturage ou entre les employés qui habitent des secteurs équivalents, mais de savoir d'où viennent nos employés, quels sont leurs trajets d'utilisation, mais après, ça permet de trouver des solutions. Et c'est ce que le CIS de Laval est en train de faire, entre autres, d'essayer de cartographier la distance entre les lieux de domicile de leurs employés, puis quel trajet qu'ils utilisent pour essayer d'offrir un aménagement, en fait, des options plus durables que l'auto solo. Puis une des options, c'est pour réduire la place que comportent les stationnements, qu'occupent les stationnements dans la superficie de l'hôpital, pour peut-être éventuellement mettre plus d'espace vert, des jardins communautaires, des projets qui finalement peuvent soutenir la santé des usagers. Merci. Merci. J'ai une autre personne au micro. Je vous invite à vous présenter. Oui, dans le fond, il y a des études sur l'exclusion sociale des personnes qui se trouvent dans un milieu dépendant de la voiture. Donc, il y a vraiment un effet d'exclusion sociale. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des données précises sur les effets de la santé d'être une personne qui n'a pas de voiture dans un milieu dépendant de la voiture? Il y en a peut-être, mais je n'ai pas révisé la littérature, fait que je ne pourrais pas malheureusement répondre à la question. Moi, j'ai une question douloureuse. Je travaille beaucoup sur les questions de densification à proximité du transport en commun. Puis, il y a parfois des lieux qui seraient à distance de marche du transport en commun, mais qui sont des friches qui ont été verdies, par exemple. Donc, il y a une espèce de conciliation parfois difficile entre la crise de l'habitation, le fait de vouloir du verdissement, puis il y a également, même on coupe des arbres pour du transport en commun, parce que, bon, on le vit à Québec, je pense qu'il y a aussi le SRB qui a amené cette question-là près de ton quartier. Donc, comment est-ce que la santé peut nous aider à balancer, parce que oui, à l'échelle du quartier, on veut des espaces verts, mais
sais, à l'échelle du lot. En tout cas, il y a une espèce de, j'ai l'impression, d'analyse multicritère. Puis la santé, est-ce qu'elle peut nous amener des éléments de réponse à cet effet? Mais je pense que oui. Puis en fait, je parlais de la Maison des aînés, mais une des raisons que j'ai mentionné cet exemple-là, c'est qu'on a rencontré à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement le ministère responsable de la construction des maisons des aînés. Puis il n'était pas au courant que des arbres, c'était bon pour les personnes âgées. Puis ça m'a comme surprise, ça m'a ramené dans la réalité certainement, mais c'était comme quelque chose de nouveau, puis ça n'avait pas été conçu comme ça. Fait que, est-ce que la santé peut aider? Je pense que certainement, quand elle est dans notre angle mort et qu'on ne la considère pas, bien, on arrive avec des décisions qui, finalement, sont peut-être pas optimales. Puis, bon, il y a de l'éducation à faire au niveau des décideurs publics, mais dans ce qu'on fait aussi, tu sais, il y a des décisions, on peut de façon sécuritaire, pas de façon sécuritaire, mais je pense que des fois, il faut faire des choix difficiles. Mais si on réussit à compenser ou à présenter de façon équivalente des bénéfices qui peuvent en résulter, ou qu'est-ce qu'on fait pour compenser, par exemple, une coupe d'arbres pour construire un logement social, mais s'assurer que dans le logement ou dans l'espace qu'on construit, on intègre la nature, je pense qu'il y a façon de trouver un équilibre. Mais c'est certain qu'on a des impératifs qui ne sont pas faciles. Puis je vous invite simplement à voir la santé comme un outil de plus, puis pas l'avoir dans votre angle mort, parce qu'elle peut amener des solutions, mais qu'elle peut vous donner, en fait, les arguments requis pour faire un projet quelconque. Puis ça, souvent, comme on l'a vu dans les maisons des aînés, étrangement, ça reste un angle mort. Bien, merci. Peut-être un mot de la fin sur... il y a plusieurs professionnels qui travaillent pour des municipalités ici. Fait que la santé à l'échelle municipale, quand on planifie la mobilité, qu'est-ce que tu aurais à leur partager? Moi, tu sais, les directions régionales de santé publique qui travaillent très, 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 très fort, mais souvent, ils n'ont pas les ressources parce qu'on a coupé du tiers leurs effectifs en 2015. Mais je pense qu'ils regorgent d'informations et d'aide. Fait que évidemment, souvent, sont déjà intégrés, mais de les intégrer le plus rapidement possible. Puis au cœur de l'action de santé publique, il y a la réduction des inégalités, l'inclusion, puis en fait, la santé à tout âge. Donc, je pense que si vous avez besoin d'une expertise ou d'avis, ce sont des partenaires à certainement ne pas négliger. Mais merci beaucoup, Claudel. Bon après-midi.